Nuit noire mais pas se confondre, c'est pas le manque de lumière. C'est que je suis sous les dévers des travers de mes compagnons sur des sujets que pourtant nous condamnons. Les sourcils se froncent. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, et oui c'est le matin, je suis Baptiste pour le podcast et aujourd'hui je reçois Virginie Sanouri. Oui, bonjour Baptiste, bonjour tout le monde. Grande joie de te retrouver. Moi aussi, c'est la première fois que j'ai un micro devant moi, c'est assez impressionnant mais je suis très contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on avait évoqué ce projet de podcast, ça fait un bon moment qu'on y avait pensé et aujourd'hui ça y est, on est dans le vif du sujet. Donc, j'ai préparé une petite interview avec des questions pour toi. J'adore les questions, j'ai hâte de découvrir ce que tu m'as préparé. Et aujourd'hui, on est à Rougemont-le-Château avec une abeille. Je sais pas si nos auditeurs peuvent l'entendre, mais en tout cas, elle est avec nous. On est 3 aujourd'hui. Alors... bienvenue Virginie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Virginie Haz et j'adore la vie. Et pour ça, j'ai créé une association qui s'appelle Sanouri pour rassembler des gens, pour faire des petits ateliers, des découvertes de l'humain, découvertes de la nature. Et c'est en cours de création pour l'instant. Je sais pas quoi dire de moi. Dis-nous des choses sur toi. J'adore découvrir les gens, rencontrer des inconnus, discuter avec des gens que je rencontre dans la rue au hasard ou rendre service. Ah oui, la rencontre, c'est vraiment ton truc. Hein. Mais tu habites quelque part ou tu es nomade ? J'étais nomade les 3 dernières années. Et là, dans 10 jours, j'achète mon appartement pour m'installer à Belfort. Et ça va faire du bien de poser enfin mes valises quelque part. Parce que la vie nomade, c'est cool de découvrir des choses tous les jours, toutes les semaines. Mais en même temps, ça fatigue un peu. Et donc, je suis très contente de poser mes valises et commencer à créer quelque chose ici. Donc, Belfort, me voilà. Yes. Et on est reparti pour le podcast. Donc, Virginie, ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est ta présence sur YouTube, ton activité. En fait, tu as une chaîne qui s'appelle sanouri.org. La chaîne, elle s'appelle Sanouri tout court. Oui. Sanouri. Je mettrai le lien sur le site du podcast pour ceux qui veulent cliquer. Yes. Et dans ces vidéos, en fait... moi, j'ai été très touché par ces vidéos parce qu'en fait, t'as une façon authentique de te présenter, de parler de toi. Tu nous fais voir des trucs instagrammables, évidemment. Tu nous fais voir des belles choses, des beaux humains. Mais aussi, tu nous fais voir les moments où ça va pas. Tu partages tes peurs, ta tristesse. Et c'est en ça que je trouve ta démarche vraiment chouette. En préparant cette émission, tu me disais que... Pour toi, faire des vidéos YouTube, c'est oser te voir, oser être vu, ne pas effacer ce que tu as fait, et te convaincre que tu peux apporter quelque chose aux autres. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux développer ? Oui, complètement, parce que YouTube, ça a été très thérapeutique pour moi. C'est un moment où... C'est encore le cas aujourd'hui, peut-être ? Ouais, à chaque vidéo, je flippe, je stresse, je me dis pourquoi je fais ça. Finalement, je sens que j'ai un message à transmettre, alors j'ose allumer la caméra, me filmer. Une fois que c'est fait, oser la charger sur YouTube et de me dire ça y est, il y a des gens qui vont le voir potentiellement. Je vais peut-être être critiquée ou qu'on dise mais pour qui elle se prend celle-ci de nous raconter la vie. Et j'ai plein de peurs au moment où je la crée, au moment où je la charge. Et ça a été tout un processus. Au début, c'était oser juste mettre ma caméra devant moi et de me filmer. Je sais pas si ça vous arrive de faire des selfies, mais faites-le en vidéo, c'est un autre niveau, quoi. Oser se voir et oser être vu. Et tu dis que j'ai pas de filtre et que j'ose me montrer telle que je suis. Mais au début, c'était pas tout à fait ça. Hein. J'essaie vraiment de toujours être bien coiffée, bien habillée, à quoi ça va ressembler. Et puis là maintenant, ça fait
presque 3 ans. Et j'ai enfin sorti une vidéo où j'ose parler en pleurant, en étant malade, en étant en pyjama. Mais j'aurais jamais osé Ça donne trop envie d'aller voir cette chaîne. Ouais. Si vous voulez voir Virginie, malade, en plein mois de février, qui déprime dans son canapé avec son plaid. Ouais. Mais c'est cool. En fait, je trouve ça... Moi, je suis très très touché par cette démarche. J'aurais jamais osé faire ça au début. Et puis là, je suis tellement fière de m'être montrée telle que je suis, quoi. Il y a des moments où je suis malade, il y a des moments où j'ai pas la patate. Et j'ai beau dire, oui, le monde il est beau, le monde il est merveilleux, mais des fois, j'ai envie de chialer. Et puis quand je regarde le monde, je me dis, purée, ça va pas être facile. Et puis ça fait aussi partie de moi, quoi, qu'il y a les deux parts. Des fois je suis en joie, des fois je suis en pleine d'énergie, envie de sauter partout. Et puis des fois, pardon, je suis juste sous ma couette. Et puis voilà, ça arrive. Dans cette vidéo qui s'appelle Craquage spontané, tu dis un truc intéressant. Tu dis, en parlant de ta communauté, des gens qui te suivent, tu dis les gens vont s'attendre à un truc de ouf. Et parce que tu fais référence en fait au fait d'être absent de YouTube pendant plusieurs mois, de rien poster, donc d'être absent, de plus avoir d'interaction avec ta communauté. Et après tu dis si pendant si longtemps il se passe rien, tu dis cette phrase, tu dis les gens vont s'attendre à un truc de ouf. D'après toi, à quoi s'attendent les gens en fait? Les gens qui te suivent. Je m'invente plein de choses dans ma tête. Alors, je me fais des films. Je me dis, alors je faisais des vidéos tous les jours à un moment, puis toutes les semaines. C'était très régulier. Et alors je me raconte que s'il y a une semaine où je fais pas de vidéo, les gens vont le remarquer, vont dire ah mais qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi. Et ça m'arrive de recevoir 1 ou 2 messages, des fois des amis qui me disent tiens t'as pas fait de vidéo, ça me manque. Alors Virginie. Et du coup je me mets la pression, moi je me dis ah là là on m'attend, je dois répondre aux gens, genre je me prends pour une star quoi, j'en sais rien, mais c'est assez fou tous les films que je me raconte, que si ça fait longtemps, faut que ça soit au top, faut que ça soit travaillé, faut que ça soit parfait, parce que si j'ai attendu autant de temps, faut qu'il y ait une raison. Et ça, je suis consciente que c'est des voix qui sont dans ma tête. Et puis, du coup, c'est pour ça qu'à un moment, je pète un câble, je fais le truc à l'arrache, parce que j'en ai marre de me raconter ces trucs, d'écouter mes peurs, finalement. Et donc, qu'est-ce que tu as eu comme retour de ta communauté par rapport à cette dernière vidéo-là? J'ai eu beaucoup de vues, déjà. Ça m'a beaucoup étonnée. Et des très bons retours, des gens qui me disent merci. Merci de dire des choses que je pense aussi, que j'ai pu ressentir. Ou merci de l'authenticité, merci d'être tel que t'es. Et puis des gens qui ont essayé de me rassurer aussi. Mais c'était surtout merci de ne pas mettre de masque, de ne pas faire semblant. Je me dis, mais c'est dingue, alors c'est quand j'arrête de me mettre la pression que ça fait du bien à tout le monde finalement. Et ouais. Donc s'il y a des youtubeurs qui nous écoutent, arrêtez de faire des trucs Instagram quoi. Mettez-vous sous des plaids en pyjama et puis ne vous coiffez pas, voilà. Faites vos vidéos comme ça. Je vais faire toutes mes vidéos en pyjama maintenant. Ça me rappelle une vidéo de permaculture que j'avais vue il y a quelques années quand je m'y intéressais. C'est une vidéo qui avait fait le buzz d'un gars qui expliquait ses techniques de culture respectueuse du vivant. Et en fait, pendant toute la vidéo, il est avec un vieux caleçon pourri. Le mec, il est en caleçon. Et puis il se balade dans son jardin. Et je pense que ça avait contribué au succès de la vidéo. Carrément. On aime voir l'authenticité. Enfin, des gens qui arrêtent de faire semblant. Je crois. Moi, personnellement, j'en ai marre de voir que des Instagrammables, comme tu dis. Que des gens beaux, souriants, merveilleux tout le temps. Je me dis, oh là là, ça me met la pression. Ils ont une vie merveilleuse, qu'est-ce que je suis à côté de ça? On se compare, enfin. Ça fait du bien de voir des gens normaux, quoi. Qui font pas semblant. Si tu veux, tu peux profiter de cette interview pour dire ce que tu as envie de partager sur ce canal qu'est YouTube, de ta chaîne, pour dire un peu
dans les prochains mois, ce que tu as envie de partager, qu'est-ce qui va venir, et puis qu'est-ce qu'il y a écrit sur tes centaines de post-it qui sont accrochés chez toi. Oui, il y a des dizaines de vidéos en cours qui vont bientôt sortir depuis 4 mois. Mais la prochaine en particulier, ça va parler de ma retraite de silence que j'ai faite en Finlande. Une retraite de silence, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle idée! Eh ben, c'est 10 jours. J'étais seule dans un chalet pour me retrouver moi-même, méditer grâce à un enseignant qui m'a transmis la technique d'une méditation bouddhiste. Et c'était une expérience très intense. Se retrouver avec moi-même, c'était... c'est puissant, quoi. J'ai tellement de sollicitations extérieures dans la journée. Je vais discuter avec des amis, être sur mon téléphone, envoyer des messages. Parce que là, t'avais pas de téléphone. Rien du tout. J'avais pas le droit de lire, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit d'écrire. Vraiment aucune sollicitation extérieure. J'étais moi et ma pensée. Et en fait, dans ma tête, il se passe des tas de choses. Et c'était parfois très inconfortable d'être avec moi-même. Et je comprends maintenant pourquoi j'aime aller sur mon téléphone, j'aime faire d'autres choses plutôt que d'écouter ce qui se passe en moi, quoi. Et il y a d'autres moments où c'était très agréable, où j'ai pu ressentir quelques instants la paix intérieure. C'est ce qu'on dit partout, qu'il y a une paix au fond de nous-mêmes. Donc je l'ai ressenti quelques secondes, de temps en temps, au cours de la semaine. Ouais, ça se manifeste comment alors? Dans ton corps, par exemple. Il se passe quoi dans le corps? C'est comme... J'ai plus de sensations. Je sentais même plus le siège en dessous de moi. J'étais comme dans un nuage moelleux, hyper doux, à une température idéale. En fait, c'est vraiment une sensation parfaite, douce, où il y a plus rien. T'es juste bien. Mais pour atteindre cet état-là, il faut passer par les chemins de dilemme en soi, d'inconfort, de douleur physique aussi, parce que être assis pendant 8 heures, ça fait mal aux jambes, ça fait mal au dos. Et puis quand j'arrive à accepter que je suis là, que je suis ici et maintenant, d'observer ma respiration, y a un moment, comme par magie, où la paix arrive. Quand on l'attend plus aussi. Donc c'est ça tout le jeu, c'est oser ne plus être dans l'attente. Et c'est quand on n'est plus dans l'attente que le cadeau de bien-être arrive. Et il y a plein de choses à dire sur cette retraite. Et c'est pour ça qu'il y aura une vidéo YouTube qui en parlera bien plus en détail. Avec tout plein de choses. Génial. Super, en tout cas, t'as été courageuse d'avoir la discipline de faire cette expérience aussi longtemps. Parce que là, on parle pas d'une demi-journée, là, on est vraiment sur plusieurs jours, quoi. C'est ça qui était très dur, c'est que au bout de 3 jours, j'étais envahie d'ennui. Clairement, je me faisais chier, il n'y a pas d'autre mot. Et le matin, je devais me lever à 4h du matin. Et j'étais envahie d'un dilemme monumental. Est-ce que je me lève et que je fais ce pourquoi je suis là, ma retraite, ma méditation? Ou alors, est-ce que je reste au lit? De toute façon, personne n'est là pour me voir. Et du coup, c'était comme une guerre en moi. Il y avait ce que je veux, c'est-à-dire dormir, et ce que je veux vraiment, faire la retraite et vivre cette expérience de Bouddha pleinement. Et donc, il y avait, ça a duré un jour pendant 45 minutes, j'avais les deux. Je veux dormir, non, je veux me lever, je veux dormir, non, je veux me lever. Et du coup, j'étais entre deux. Je dormais pas, je méditais pas. Le non-choix était horrible, quoi. Ça a duré plusieurs matins et je sais plus pourquoi je disais ça, mais l'inconfort était très dur. Je pense que on peut avoir envie d'abandonner à ce moment-là. Ton intention, c'était quoi quand t'es parti faire cette retraite de 10 jours? Est-ce que avant tu considérais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en toi et que tu partais faire cette retraite pour changer ce qui n'allait pas, ou est-ce que tu y allais pour juste faire l'expérience et c'est quoi ta démarche en fait? Je pense, j'avais pas de problème particulier à régler, mais c'est pas pour ça que je suis partie. Moi, j'aime
les aventures, les découvertes de nouvelles techniques. Et ça fait tellement d'années que j'entends parler de méditation bouddhiste, de presque d'éveil, de l'effet magique du truc. Je me dis, pour me faire mon avis, la meilleure chose, c'est d'essayer. Et puis, donc il y a ce côté-là, envie de l'expérience, un peu de... Peut-être de l'ego aussi qui dit « Ah ben moi je l'ai fait, moi j'ai osé, moi j'ai fait ce truc-là ». Et puis il y a aussi le côté dans la vie de tous les jours où je suis en train de créer mon entreprise, où il y a du stress, où il y a de l'emménagement, il y a plein de choses, c'était aussi une fuite. De dire « Ah ben je vais me poser 10 jours là-bas, il n'y a personne qui va me parler, je vais être tranquille 10 jours sans avoir besoin de me justifier à personne ou... comme une parenthèse, quoi, une pause. Donc il y a les deux, il y a envie de l'expérience et puis envie de souffler. Juste une pause. Et finalement, c'est pas une pause du tout. Et une fois que c'est fini, il y a la fierté de « Ah, j'ai réussi, j'ai parcouru plein de choses, j'ai appris plein de choses sur moi aussi. » Parce que d'être seule avec moi, j'apprends à me rencontrer. Enfin, c'est bizarre comme phrase, mais j'ai découvert des mécanismes, des automatismes, des envies que je connaissais pas forcément avant. Et donc, quand je suis rentrée, j'étais contente d'avoir passé du temps avec moi, comme un rendez-vous, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il y a plein de bénéfices à la sortie que j'attendais pas. Voilà. Merci, on a hâte de voir cette vidéo. Moi aussi. Sur YouTube, moi j'avais envie qu'on discute ensemble du côté obscur en fait de ce canal, parce que quand je regarde ta chaîne et puis que je discute avec toi, je vois le côté lumineux de YouTube en fait, le côté partage d'expérience, rupture de l'isolement, communauté. Et puis le côté aussi pédagogique, parce qu'on apprend... moi j'apprends des trucs sur YouTube et il y a beaucoup de gens qui utilisent ce canal pour apprendre, pour évoluer. Et puis il y a aussi le côté obscur. Donc pour illustrer ça, dis-moi. Je fais référence en fait à une vidéo de Pacôme Thielman, qui est un essayiste et un vidéaste français, qui a fait une vidéo sur le média Blast, sur le mukbang. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée dans tout le monde occidental, particulièrement aux États-Unis, et qui est née en Corée du Sud. C'est une pratique qui consiste à ingérer des quantités de ouf de nourriture face caméra. Et puis, donc en fait, le mukbang, c'est un phénomène sur YouTube qui s'est beaucoup développé. Il y a des youtubeurs stars en fait qui sont ancrés dans cette pratique et puis qui font essentiellement ça. Et du coup, le but, j'ai pas bien compris, c'est de manger le plus de choses possible en étant filmé et c'est tout. C'est tout. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est le prestige du mukbang, si tu veux, c'est la quantité qui est ingérée. Et puis souvent, il y a une mise en scène, si tu veux, il y a des plats de nouilles chinoises, par exemple, qui sont vertigineux, comme ça, on dirait un plat pour 30 personnes, et puis ils sont deux à le manger, quoi. Oh, mais quel gâchis en même temps. Et puis, et du coup, voilà, c'est ça que je voulais amener, c'est que l'idée de Pacôme Thielman, c'est de dire que comme YouTube en fait cautionne en fait ce genre de pratique et puis l'amplifie en plaçant de la publicité et en permettant à ces YouTubeurs stars d'engranger des rétributions financières impressionnantes. En fait, YouTube, il contribue en fait à la dégradation très rapide de la santé des personnes qui font ça. Donc il y a une mise en danger en fait clairement de l'être humain. Et selon Pacôme Thielman, YouTube en fait serait responsable de la destruction en fait de l'homme. C'est un point de vue philosophique qui est un peu hard, mais lui il pense ça. Et ce qu'il met en lumière en fait dans son reportage, c'est qu'on devient tous addicts en fait à l'attention,
on est addict aux pouces bleus, on est addict aux vues. Tout à l'heure, tu en parlais, tu disais Oui. j'ai été surpris, ma vidéo a eu beaucoup de vues, ça m'a surpris. Puis Je regarde ce chiffre, oui, bien sûr. t'avais le sourire quand tu disais ça. Et puis, en fait, notre addiction à l'attention des autres serait, selon l'auteur, responsable de notre propre destruction. Donc je pose ça sur la table pour qu'on en parle, pour qu'on en parle ensemble, parce que la vérité est certainement entre les deux, mais voilà, il y a aussi ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est dingue parce que je connaissais pas du tout. Enfin, tu me fais découvrir. J'ai vu une vidéo un jour de quelqu'un qui mangeait des quantités astronomiques, mais j'en ai vu qu'une, quoi. La star de Mukbang, c'est Nikocado Avocado. C'est celui qui a le plus de vues, le plus de millions d'abonnés. D'accord. Et au début de sa carrière sur YouTube, il était vegan, le mec, et puis en fait, il défendait la cuisine vegan. Et puis à la base, sa chaîne, c'était plutôt de se filmer en train de préparer des plats vegan. Donc tu le voyais dans sa cuisine. C'était un petit jeune de 19 ans, plein de vie, qui incarnait le bien en faisant des vidéos de cuisine vegan. Et puis d'un seul coup, tu le vois switcher du jour au lendemain en disant ce régime alimentaire me convient plus, et il se met à manger de la viande et là il part dans le mukbang. Qu'est-ce qui s'est passé ? La seule chose que moi je peux dire de ce gars, c'est il cherchait des vues et puis il cherchait des likes en fait. Il cherchait des pouces bleus. Donc il s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore plus de pouces bleus. Et puis là, c'est là qu'il a pris le tournant. Et c'est ce moment précis où il a commencé à avoir beaucoup de reconnaissance sur YouTube. Et donc ça a encouragé à continuer dans ce sens-là, quoi. Et en plus, il a une relation très, très déstabilisante avec sa communauté. Parce que toi, par exemple, sur ta chaîne, tu dis souvent des trucs hyper positifs à tes abonnés. Oui. Et lui, en fait, il les engueule. Il leur dit, si j'en suis là aujourd'hui au niveau de ma santé, c'est de votre faute. C'est vous qui regardez ces vidéos, qui... Tu vois comment ça va loin, quoi. C'est dingue. Ouais, il responsabilise le public alors que mais ils ont rien demandé, les gens. Non. Enfin, ils mettent des pouces. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux, ambigu. Exactement. Alors vas-y, c'est quoi ton avis ? C'est fou. Pardon. Moi, je suis choquée parce que le gâchis alimentaire, c'est quelque chose qui m'horripile, même au niveau écologique. Enfin, toute la nourriture, c'est monstrueux. Ça... Je crois que concernant le mukbang, il faut même pas en parler parce que là, c'est l'aspect écologique, il est juste absent, quoi. C'est fou. Tout le monde s'en fout. Ça détruit du coup la santé de la personne et toute la production alimentaire qu'il faut faire pour ces gens-là. Sachant les problèmes alimentaires qu'on a sur Terre, enfin, je suis complètement choquée. Et du coup, pourquoi on en arrive là ? Comment on arrive à ce truc-là ? Pourquoi les gens likent ce genre de truc ? Enfin, je me demande, qu'est-ce qu'ils apprécient dans ce genre de vidéos ? Enfin, personnellement, si je vais sur YouTube, c'est pour apprendre, pour rire, enfin oui, pour du divertissement des fois, mais je vais voir des humoristes, quoi. Je vais voir quelque chose de construit. Là, on est en plein là-dedans, on est en plein dans le divertissement. Et même pour aller plus loin, je pense il faudrait en parler avec des gens qui suivent ce gars, mais il y a une forme de fascination. Parce que ce que les gens attendent, en fait, ce que les gens regardent en direct, c'est la dégradation de la santé de ce gars, et puis jusqu'où ça peut aller, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça qui retient la communauté, puis qui pousse à toujours regarder les vidéos suivantes, c'est de voir comment ça va finir, quoi, parce que c'est... l'être humain, il a toujours été fasciné par la mort et par sa propre destruction, hein. Tu vois le succès des films post-apocalyptiques, tout ça. Mais il doit y avoir quelque chose avec l'alimentation aussi, la nourriture, parce qu'il y a souvent, moi-même, quand ça va pas, je vais me goinfrer de gâteaux. Enfin, il y a quelque chose qu'on a envie de remplir avec la nourriture. Ah, ça serait bien. Est-ce que sur Sanouri, il y a une vidéo où tu manges des gâteaux ? Non, pas encore. Si ça fait des vues, je vais y penser, du coup. C'est ça le piège, tu vois. Tiens, ça c'est à la mode. J'étais en train de réfléchir en parlant. Je me dis alors, qu'est-ce que ça pourrait être le contre-pied de ça ? Si j'ai envie de faire des vues sur Sanouri, est-ce que je peux manger du vide ? Est-ce que ou faire semblant ou pour dénoncer ça, ce serait quoi l'idée ? Dire comment prendre soin de la terre et des humains
en ayant la même attractivité de remplir un vide. Je sais pas si c'est ça. Mais ouais, c'est complexe. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est notre quête de combler ce vide qui parfois nous amène à des comportements ou des pratiques qui sont destructrices pour nous-mêmes. Et maintenant que j'y pense, j'ai vu je crois que c'était sur Instagram, une nana qui mangeait des gâteaux. C'était pas en grande quantité, mais c'était d'une façon très sensuelle, on va dire, de manger. Et puis il y avait les bruits qui allaient avec aussi. Ouais, je pense. Ouais, elle adorait son gâteau. Et elle avait un nombre de vues incroyable, donc il y a aussi quelque chose de sensuel dans la nourriture, je pense. Enfin, peut-être dans... Il y a le fait de se remplir, il y a le côté sensuel c'est pas charnel, mais du goût, des sens. Elle sentait le gâteau, enfin elle met en... Ah bah c'est même plus que sensuel, parfois c'est sexuel. Et du coup, l'humain, peut-être qu'il y a un côté animal à la base de ce désir charnel qui est traduit comme ça, j'en sais rien. Là je vais un peu loin, mais... Pas de problème, hein, on débat, on discute. En tout cas, c'est complexe. Parce que manger, c'est essentiel. Mais comment ne pas tomber dans la dérive, ne pas tomber dans le faire pour des vues, pour du fric. À la base, manger, c'est juste pour vivre, hein, pour survivre. Et puis avoir du plaisir. Ouais. Et là, ça devient un outil de destruction. C'est incroyable. L'humain est capable de tout, hein. Du meilleur comme dans sa diversité. Ouais. Si toutefois tu veux creuser ce truc, je mettrai sur le podcast le lien vers l'article dont je viens de parler. Super. L'article de Blast. Voilà. Merci Virginie de ton ouverture par rapport à ce sujet. Bah, j'irai voir. On va écouter un petit morceau de musique maintenant. Ouais. Tu veux écouter quoi? Au pif, vas-y. Orelsan baise le monde. Ouais. Peut-être un extrait suffira. Ok. Super. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la Fashion Week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. C'est génial que tu aies mis cette musique parce que elle reflète exactement ce qu'on disait juste avant pour moi. C'est toi qui l'as choisi. Vas-y. Vas-y. Voilà, c'est quelqu'un qui sort du boulot, il a envie de faire une soirée, juste de kiffer, de boire un verre, d'avoir un beau survêt. Et puis en fait, il s'en fout des conséquences. Il baise le monde parce qu'il préfère kiffer sa vie que de faire attention aux conséquences, d'être pleinement conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il consomme, etc. Et dans la chanson, ce que j'aime bien, c'est que au début, il kiffe, il dit je veux ci, je veux ça, je kiffe, c'est très bien. Et puis d'un coup, il bascule sur sa prise de conscience. Là, je sais plus ce qu'il dit exactement. Il dit ah oui, qui va finir à polluer ci, polluer ça, avec ses gobelets en plastique, etc. Je dis, mais attends, mais pourquoi je parle de ça? Et je repars dans mon kiff de ma vie où je suis inconscient de ce qui se passe à l'extérieur et je pense à moi. Et ça me fait penser aux vidéos où du coup, je kiffe dans le moment et puis ce qui se passe au plus large, j'ai pas envie d'y penser, quoi. Il y a quelque chose comme ça. En fait, moi, je suis admiratif de ta démarche parce que je considère que la majorité des êtres humains fonctionnent comme ça. En
en essayant de voir leur possibilité de jouir de la vie. On parle de jouissance en fait immédiate. Et puis sans forcément trop penser aux conséquences. Bah oui, parce que c'est lourd. C'est hyper dur de savoir qu'on peut être responsable un tout petit peu du malheur des animaux, de l'écologie ou j'en sais rien. C'est dur de se dire qu'on peut faire du mal. Du coup, il y a un déni. Non, j'y pense pas, c'est pas de ma faute. Ou j'entends souvent, c'est au gouvernement de faire quelque chose, ou aux industries, donc moi, j'y peux rien. Moi, je vis ma vie, c'est tout, j'ai rien demandé à personne. Et du coup, je veux pas regarder ça, parce que ça fait trop mal de se rendre compte qu'on y participe, en fait. Moi, je comprends les gens qui n'ont pas envie de regarder. Et puis, moi, ça fait quelques années, du coup, que je prends conscience de chacun de mes gestes, de qu'est-ce qui se passe au niveau écologique. Et ça fait des années que je suis en transition. Je sais pas, d'utiliser moins de plastique, de manger moins de viande, ou juste de faire attention, d'être conscient de mes gestes, mais c'est un effort incroyable. Ouais, justement, merci d'en parler, parce que c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que donc là, il y a une double question. Est-ce que tu as le sentiment de jouir suffisamment de ton existence en ce moment ? Ouais. Et puis, deuxième question, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ton rayonnement sur le monde ? Est-ce que tu as envie de convaincre les autres ou pas ? Ouais, sacrée question. Est-ce que je kiffe ma vie ? Je jouis de chaque instant ? Oui. Et des fois, j'ai beau être végétarienne, ou j'ai été végane pendant plusieurs années, si j'ai envie d'une bonne saucisse de Montbéliard, je vais la manger avec grand plaisir. Enfin, j'ai arrêté de me fouetter et d'être trop exigeante avec moi-même, justement pour kiffer le moment. Quand je partage un beau moment familial et que j'ai envie de quelque chose, je vais y aller quand même. Et je suis OK avec ça. Et depuis que je fais attention à chacun de mes gestes et que je vois que je vis en accord avec mes valeurs, que je suis beaucoup plus OK avec ce que je fais, ça m'aide à être plus heureuse. Alors qu'avant, quand je disais non, je veux pas savoir les conséquences, il y avait un truc en moi, peut-être dans mon inconscient, qui était stressé ou déprimé, ou qui dit non, il y a un truc qui était pas OK. Alors que maintenant que je fais des efforts, même si c'est un effort, c'est pour respecter mes valeurs, et du coup ça me rend heureuse. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'essaye de convaincre les gens ? Je l'ai beaucoup fait. Et en fait, c'est par vague. Des fois, j'ai envie de changer le monde entier. Je dis, mais regardez, on peut faire autrement, c'est formidable. Et des fois, je vois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je fais moi, je montre, j'en parle de ce que je fais moi. Ou je vais faire juste goûter une recette de cuisine à mes potes, dire ah, c'est bon. D'ailleurs, j'ai eu l'été dernier, pendant un barbecue, j'avais fait une recette végétarienne. Et pourtant, il y avait des viandards à table, et j'ai été super contente que mon pote, c'était Loïc, le lendemain, me redemande la recette végétarienne. J'ai dit, purée, c'est le dernier auquel j'aurais pensé. J'ai rien fait, j'ai rien essayé de faire. Il a juste goûté, il a aimé, et je sais qu'il va refaire la recette chez lui. Donc, c'est juste en partageant ce que je fais que ça fonctionne le mieux. Donc, je rêve que les gens changent, mais en même temps... c'est pas à moi de le faire, quoi. C'est pas facile. Donc je me concentre sur moi, de faire de mon mieux. Et puis ceux qui veulent, ils prendront des idées, quoi. J'essaye de raisonner comme ça. Et en même temps, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est un peu pour ça. Pour partager mes idées. Dans le fond du fond, c'est créons un monde meilleur ensemble. C'est un peu l'envie de changer, mais c'est juste ceux qui veulent qui viennent me voir, quoi. Donc, je suis plus détendue maintenant avec ça. Voilà. Et ça me fait kiffer de le partager. Donc, je kiffe ma vie, ouais. C'est vrai. C'est une super question, ça.
Merci beaucoup. En préparant cette émission, tu voulais parler d'un thème particulier qui est déménager des inconnus. Oui. Vas-y, raconte-nous. Depuis 1 an, que je suis remontée du Tarn pour revenir sur Belfort, l'univers a fait que j'ai aidé des gens à déménager, des gens que je connaissais pas. C'était le hasard, je bois un café avec une amie, elle me dit tiens demain j'ai une super copine qui déménage, elle est seule, elle divorce, c'est dur pour elle. Je dis moi je suis dispo, vas-y je viens. 2 semaines après, un autre déménagement surprise d'une inconnue et j'ai adoré débarquer de nulle part et dire t'inquiète pas, je vais t'aider à faire tes cartons, on va se poser, dis-moi ce que tu veux, dis-moi. Et j'ai beaucoup aidé émotionnellement. Enfin, c'est quelqu'un qui venait soit quitter son mari, soit qui allait quitter ce pays et c'était très dur de quitter un lieu. La transition de logement, ça peut être très fort. Et j'ai aidé juste par ma présence et en faisant quelques cartons et en portant et j'ai adoré ça. Et du coup, il y a peu de temps, quand j'ai vu sur Facebook une nana que je connaissais pas poster je déménage, qui vient m'aider? Ah, c'est Eulalie. Oui, c'est ça. On l'embrasse. On Tout à t'embrasse fait. Eulalie si t'écoutes ce podcast. Je t'embrasse Eulalie, très contente de t'avoir rencontrée, surtout comme ça quoi, c'était très drôle. Je suis arrivée le samedi au déménagement, bonjour, et tous ses potes, tu la connais comment? Je la connais pas en fait. et du coup j'ai passé une super journée, et j'adore les déménagements. Donc je le pose là, même s'il y a des gens qui déménagent, appelez-moi, je trouve ça hyper sympa de vivre cette transition ensemble, c'est un effort collectif, ou peut-être j'aime les chantiers participatifs, j'en sais rien. Mais et je pensais même faire un service Sanouri du déménagement. C'est une idée qui traîne comme ça dans ma tête, mais s'il y a besoin de bras, de soutien, je trouve ça super, j'adore faire ça. Dire juste étape par étape. Une équipe déménagement. Ouais. Donc Virginie cherche des gens qui ont des gros bras. Mm. il en faut ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Non, il faut surtout de la technique. Ça dépend de l'abondance matérielle de la personne qui déménage. Oui. Et puis, ça dépend vachement de ça. Hein. Et puis, avec une amie, on a déménagé une cuisine à 2 nanas comme moi. Tu vois, on n'est pas costaud, mais avec de la technique, on a réussi à mettre les sacs poubelles de recyclage en bas du camion. On a fait glisser le meuble progressivement et on a réussi, quoi. Donc, c'est stratégique, le déménagement. Il n'y a pas forcément besoin de force non plus. En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, le déménagement, c'est que ça répond à un besoin très profond de l'être humain qui est de vivre par des actes, en fait, des moments de partage qui correspondent à leurs valeurs. Et toi, en fait, dans tes valeurs, il y a le fait d'aider les autres, d'être utile. Ouais. Et là, en fait, le fait de venir à ce déménagement, ça répond à un besoin profond chez toi. De contribuer. Et c'est probablement le cas de tous les gens qui viennent à ce déménagement à ce moment-là, à ce moment précis. Donc il y a une convergence en fait de ce désir d'être utile. Et en même temps, c'est convivial parce qu'on sait très bien qu'à un déménagement, on boit des coups. À un moment donné, on mange tous ensemble. Donc oui. Et puis moi, ça nourrit mon besoin aussi de rencontrer des inconnus, des potentiels nouveaux amis, des nouveaux humains, comme tu dis, qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie d'aider, de contribuer, ils ont envie d'efficacité aussi. Au déménagement de Lali, c'était incroyablement efficace, j'ai adoré. Et le besoin de contribuer, je crois que c'est fondamental pour tous les humains. D'aider l'autre, c'est indispensable. Et je pose ça là, mais c'est l'un des remèdes essentiels contre la dépression aussi. De rendre service à quelqu'un, et c'est hyper puissant contre la dépression. C'est un élément, hein. Je dis pas que ça guérit tout, mais faut y penser. Merci Virginie. Ton anecdote, ça me rappelle un jour, j'ai fait le déménagement d'une amie. J'espère qu'un jour elle écoutera ce podcast, elle se reconnaîtra.
qui elle n'était pas dans l'efficience et l'efficacité, parce qu'elle avait préparé ses cartons la veille, et puis comme beaucoup de gens qui déménagent, elle avait débranché son frigo, et pendant la nuit, en fait, le frigo, il a perdu son eau. La glace, en fait, elle s'est transformée en eau, et elle s'est répandue sur le sol de l'endroit où il y avait les cartons. Donc quand on soulevait les cartons, Oh non. le fond restait sur le sol, quoi. Tout était déchiré, quoi. Beaucoup de cartons étaient déchirés, ouais. Mais c'est des bons souvenirs, du coup, parce que là, on s'en rappelle en rigolant, quoi. Là, tu m'étonnes. Voilà. J'espère que cette personne se reconnaîtra. On apprend. Et puis... Est-ce que tu as envie de nous parler de Nounou ? Ah oui, pourquoi pas. Nounou, c'est ma voiture. Elle s'appelle Nounou, elle a 22 ans, elle a 340 000 km. Et Alors attends, est-ce que tu peux nous la décrire ? C'est quelle marque et quel modèle ? C'est une Citroën Xara Break. Xara Break. Millésime 2000 et 1,9 litre, donc c'est un super moteur. On m'a dit que je pouvais l'emmener jusqu'à 600 000 km et j'y crois fort. et l'été je l'aménage, je mets un petit lit, ma cuisine et c'est un camping-car, quoi. Donc c'est hyper pratique de partir en vacances en voiture et de pouvoir dormir dedans. Donc, franchement, j'adore. Donc toi, tu te fais une van life avec une Citroën Xara Break Millennium 2000. Ouais, c'est une car life, du coup. Car life. Ouais. Ok. Comment elle va, Nounou, du coup elle est là, tu es venu avec aujourd'hui ? Oui, je roule avec tous les jours. Et là, elle va bien. Elle a juste la pédale d'embrayage qui se bloque un peu. Moi, c'est les cervicales, donc je pense qu'il y a un écho entre elle et moi, des fois. Mais je pense à un petit coup d'huile et ça ira bien. Mais il faut être à l'écoute de Nounou. Elle a son caractère, mais elle m'emmène toujours là où je veux. Et les fois où elle est tombée en panne, ça m'a fait vivre de belles aventures aussi. Je suis tombée en panne à Dijon où c'était pas du tout prévu. Ça m'a fait passer un week-end 2 jours avec une amie de Dijon que j'étais pas censée voir. Et finalement, c'était un super cadeau, tu vois. Donc Nounou, elle m'offre des expériences inattendues et c'est super cool, du coup. Bon, j'apprends à accepter les pannes et les accidents. Beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup de ce témoignage. Et Nounou, on t'embrasse. Longue vie à toi. Qu'est-ce qu'on écoute ? La deuxième ? J'en sais rien. Alors, la deuxième, c'est Je de Matteo Langlois. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Et tu évoquais ce morceau, il t'évoque la réconciliation avec l'ego. Le jeu me permet d'être. C'est ça que tu as écrit, c'est chouette. On va écouter un extrait, puis après on racontera. Ok. Je n'ai que je pour te dire m'as-tu vu. Je n'ai que je, mais ce jeu-là me tue. Oh, je n'ai que je pour apparaître. Je n'ai que je pour tout mon être. Et je sais bien trop peu. Oh, c'est bien trop Je n'ai que je pour te dire que je m'aime. Je n'ai que tu pour m'écrire des poèmes. Oh,
le jeu pour faire le beau. Je n'ai que je suis dans ma peau. Quand je voudrais bien dans tes yeux. Matteo Langlois, une chanson qui s'appelle Je. Eh ben merci pour la découverte. Et là, en l'écoutant avec le casque, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'instrument. Tout est au son un peu comme McFerrin. Tout est fait à la voix. Mm-hmm. Et ça j'aime beaucoup. Le son, les vibrations, c'est plus intimiste. Et les paroles, dans ce qui me plaît, c'est... y a pas mal dans le développement personnel, la guerre contre l'ego, attention, t'es trop dans l'ego, etc. Et pour moi, l'ego, c'est mon identité, le je que je représente. Et dans cette chanson, il dit, sans je suis rien, je peux pas me montrer, tu peux pas m'aimer. Enfin, j'ai besoin d'être ce personnage pour exister. Et du coup, j'aime beaucoup cette chanson pour ça. Pour se réconcilier avec son ego, avec ce petit personnage qu'on incarne, quoi. Merci Virginie. Ce que ça m'évoque, c'est que finalement, moi j'ai pu observer autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui jouent un personnage qui finalement correspondent pas à leur être. C'est à ça que je pense. Est-ce que c'est un personnage qu'ils font pour plaire aux autres plus que pour se plaire à soi ? Enfin, c'est à ça que je pensais, oui. Pour répondre aux attentes des autres, pour être aimé, pour avoir des likes. On revient toujours à ça. Ouais, est-ce que tu as envie de nous raconter très, très rapidement ton expérience immersion avec notre ami Franck Lobvé? Franck Lobvé, oui, j'ai participé à une immersion, c'est 4 ou 5 jours, je sais plus. 4 jours en totale immersion avec 30 personnes. Donc pour ceux qui connaissent Franck Lobvé ou pas, c'est quelqu'un qui nous voit entièrement. Pour le coup, il voit le jeu qu'on se crée et le jeu qui est caché et il nous aide à se découvrir entièrement, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vécu là-bas j'ai beaucoup pleuré. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est quelque chose que j'aime en stage. C'est quand je suis avec un groupe très... on va beaucoup dans des sujets très intimes, très vite avec lui. Et ça fait beaucoup d'effets miroirs, beaucoup d'échos avec ma propre histoire. Donc juste d'écouter les autres, ça m'a appris beaucoup sur moi. Ça m'a fait... pas mal de nettoyage en pleurant, en comprenant, et ça c'était hyper riche. Et Franck, lui en particulier, si je pouvais, je referais un stage, mais bon, après c'est le budget qui coince, mais... Et puis en même temps, je me dis, est-ce que j'ai besoin de lui ou maintenant qui nous a transmis ses clés, qui transmet aussi sur YouTube, hein. Donc il y a pas mal d'infos gratuites sur YouTube. Maintenant que j'ai les clés, je peux peut-être me débrouiller toute seule et arrêter de payer quelqu'un pour me donner des réponses. Qu'est-ce que tu retiens de cette immersion ? En fait, t'as appris quoi sur la nature humaine ou même juste sur toi ? Là, il y a quelques mois qui se sont écoulés, c'est ça ? 1 an, peut-être ? Moi, c'était en octobre que j'y suis allée. Ce que j'ai appris sur moi... c'est le côté victime que je me suis construite sur une image de moi enfant où j'étais la victime de mon frère qui me taquine, qui me charrie, etc. Je dis oh là là, mon frère il est méchant, il a pas pris soin de moi, il m'aime pas. Et Franck m'a aidé à avoir un autre point de vue de cette situation, que peut-être c'est moi qui ai choisi de me positionner en victime, parce que quand t'es victime de quelqu'un, on va pouvoir venir te consoler, on va pouvoir dire « Ah, mais t'as vécu tout ça et pourtant t'as survécu, bravo, finalement t'es un héros ». Et il y a plein d'avantages à être une victime.
Et là, j'ai appris que en fait, c'est moi qui avais choisi ce côté-là, que j'avais envie de me mettre dans un coin et de plus parler, alors que j'aurais pu choisir aussi de m'exprimer, de dire stop, de poser mes limites, et qu'en fait, mon frère, il était pas méchant, pas tant que ça, quoi, comme un frère, c'est tout. Pour moi, ça parle de ton rapport au monde, en fait, parce que ce que tu viens de mettre en lumière, c'est le fait de se recroqueviller sur soi-même, d'être en mode repli sur soi, et finalement de chercher à se protéger des interactions avec le monde extérieur qui pourrait être dangereux, qui pourrait être destructeur. Et puis, à contrario, il y a certains moments de ta vie, certaines journées où tu vas au contraire décider de rayonner et puis de communiquer avec le reste du monde, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tu vois. Mais ça parle de ton rapport au monde. Bah ouais, c'est vrai que ce que j'ai vécu dans mon enfance, parce que le personnage que j'avais enfant, il a grandi avec moi et je fais la même chose adulte finalement. Ouais, c'est vrai. Que quand je vais en retraite de silence, c'est aussi pour être dans mon trou, dans ma chambre, tranquille. C'est un peu la même chose. Et de le voir, ça m'aide à me dire, tiens, si j'essayais de faire autrement pour une fois. Donc en ce moment, je tâtonne pas mal. J'explore des nouvelles façons de faire. Concrètement, ça va être... quand je fais un jeu de société avec des amis, je me suis surprise à ne plus être celle qui se tait dans son coin, mais à en faire trop, à faire « non, mais je vais tous vous écraser », à jouer le personnage qui en fait trop. J'ai vu que ça me convenait pas, peut-être que j'en essaierai d'autres, j'en sais rien. Mais j'aime bien explorer les possibles, tester des trucs. Puis il y a des jours c'est comme ça, des jours c'est autrement, mais maintenant j'ose plus. Merci beaucoup. Encore un morceau de musique, alors tu dois choisir entre Écrire ou crier de Chab Piecito ou À part être de Moran. J'aime beaucoup les deux, mais Chab, j'aime beaucoup. C'est Chab tout court. C'est l'ex-chanteur de Bouscavida, pour ceux qui connaissent. Yes. Nuit noire mais pas se confondre, c'est pas le manque de lumière. C'est que je suis sous les dévers des travers de mes compagnons sur des sujets que pourtant nous condamnons. Les sourcils se froncent quand les avis se confrontent. On fait pas ce qu'on veut ici mais on dit ce qu'on pense. Et donc les cœurs s'éloignent quand les poings s'élancent. J'ai l'impression de toujours revivre ces mêmes plans séquences qu'on tourne en rond. Toujours les mêmes récits, les mêmes anecdotes, les mêmes mensonges. Tous finissent souvent par des gestes que nous regrettons. Je pourrais même pas me passer de ces cons, mais j'ai besoin qu'autre chose vienne nourrir mes songes étranges. Parlez-moi, ouais. Parlez-moi de la magie de ce monde. Parlez-moi de la magie de ce monde. Parlez-moi de l'invisible, de ces choses que l'on ressent, mais que l'on ne comprend que rarement, qui nous rendent invincibles dans ces moments où ces démons nuisifs viennent taper leur danse et nous prennent pour cible. J'ai vu qu'un sourire peut venir balayer toute la peine qui se répand au plus profond, qui ressurgit lors d'une vision, d'un souvenir trop sombre, on enfouit trop de colère. Parlez-moi de l'acceptation de nos chimères, que l'on essaye de fuir, faiblesse humaine ou leçon qu'on n'a pas apprise, espèce suprême qui ne cesse de nourrir son égo surprise. Parlez-moi de l'ouverture d'esprit, parlez-moi d'amour plutôt que les chiffres, les émotions plutôt que le profil, le chimique, l'alchimie entre les gens, la magie qui s'opère quand les yeux tendent sa nuit. Je ne sais plus si je dois écrire ou crier, si je donne de la voix c'est pour passer le message que j'ai couché un jour sur un papier. Je ne sais plus si je dois tenir ou prier, si je regarde le ciel c'est pour apprécier les astres, pas chercher ce qu'il y a après. Merci Chab, c'est une chanson qui s'appelle Écrire ou crier. J'adore. Que tu avais choisie. Elle me fait beaucoup de bien cette chanson. Parce que parlez-moi de la magie de ce monde.
Enfin, c'est exactement ça. Souvent, j'ai besoin de regarder les fleurs, de regarder... juste là, il y a eu le printemps, il n'y a pas longtemps, de voir les bourgeons sortir, de toute cette vie qui explose, les forêts qui deviennent vertes d'un coup, qui vient de je ne sais où. C'est vraiment magique pour moi, la transformation de la nature. Enfin, j'adore parler de la magie de ce monde. De qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions, qu'est-ce qui fait qu'on a des intuitions. Tout ça, ça me passionne. Et c'est beau, quoi. Enfin, c'est magique parce qu'on comprend pas tout, puis en même temps, on a des pouvoirs magiques, moi, je crois. Et j'adore parler de ça. Et du coup, cette chanson, c'est un peu un appel que j'ai en moi aussi. C'est venez, on arrête de parler de la météo, puis on parle de la magie qu'on a tout autour de nous, de l'énergie qu'il y a entre les humains qui se rencontrent. Tu vois, comme là, dans ce podcast, il y a toi, il y a tout ton univers, il y a le mien, puis là, il y a les deux qui se rencontrent au milieu, et puis ça crée cette discussion, quoi. C'est un peu magique, je trouve. Voilà. Merci de partager, c'est chouette. Écrire ou crier, ça rejoint, tu sais, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette oscillation entre ces moments où on se replie et puis écrire. Repli sur soi, réflexion, écriture, et puis le moment où ça... Crier, pour moi, c'est le moment où on proclame, quoi, où ça rayonne. C'est comme une oscillation. On part de l'un à l'autre. Tantôt on écrit, tantôt on crie, tantôt on prie aussi. On est toujours dans les vagues. Tu le disais quand je suis arrivée tout à l'heure, qu'il y a des vagues du vivant, et puis des fois on est dans le creux, des fois on est au-dessus. L'énergie vacille. Et c'est cool. On surfe. On essaye de surfer. Et du coup, Chab, c'est une personne que tu connais? C'est un ami? Ouais, complètement. C'est un des amis qui m'a fait aimer la vie à Paris. J'allais vivre à Paris à reculons. Je me suis dit, oh là là, non, pas cette grande ville où tout le monde fait la gueule. Et puis, je l'ai rencontré par hasard en cherchant un coloc. J'ai pas pris son pote et finalement, ils m'ont invité à un apéro. Et depuis, on s'est jamais quittés. Ils avaient un groupe de musique Buscavida qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, c'est Chab et chacun est parti faire son chemin. Mais ils faisaient des concerts toutes les semaines dans Paris et j'ai pu découvrir plein de bars toutes les semaines, plein de gens, plein de joie et de musique et plein de gens en joie à Paris. Et tout le côté créatif et artistique de Paris, en fait, qui est fantastique. Et quand j'ai quitté Paris, j'ai presque regretté en me disant mais finalement elle est bien cette ville. Enfin, quand on vit à Belfort, on se dit ah non c'est pourri. De loin Paris c'est que les thunes, les bourgeois et les gens qui font la gueule dans le métro. Et en fait dedans, sur mon Vélib, moi j'ai trouvé ça génial. Et encore une fois un changement. T'as regardé le monde de façon à ce qu'il te prouve que la vie à Paris est cool. Ouais, j'ai créé ce qu'il fallait. J'ai trouvé un appart à côté du bois de Vincennes. Je pouvais aller en vélo tous les jours au boulot. Et j'ai changé de perspective. Ouais, je me dis, tiens, et si j'écoutais les oiseaux? Il y a aussi des oiseaux à Paris. Suivant où je regarde, il y avait des belles choses. Si je regardais les trucs moches, je les aurais vus aussi. Mais... Et à Paris, il y a beaucoup d'abeilles aussi. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'aller dans une boulangerie parisienne... blindé de croissants et de pain au chocolat tôt le matin, et en fait il y a des boulangeries qui doivent gérer aussi la présence des abeilles. Ah, j'ai jamais vu ça. Moi j'ai vu. Je sais qu'on avait installé 2 ruches sur le toit de l'Ursaf. Les abeilles de l'Ursaf, elles vont dans la boulangerie où je suis allé. Ah ouais, il y a peut-être pas assez de fleurs proches, ou elles vont plus proche du sucre. Alors c'est marrant parce qu'il y a des clients que ça gêne et il y a des clients qui s'émerveillent. Et puis les gens qui bossent dans cette boulangerie, eux, ils sont... Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai rencontrés, ils
ils expliquent aux clients, en fait, c'est cool qu'il y ait des abeilles partout. C'est la vie qui se manifeste. Mais il y en a qui sont un peu embêtés parce que les abeilles, elles vont chier sur les petits pains, c'est pas bien. Ah oui, c'est rigolo. Hein. Encore une fois, 2 points de vue. Hein. Une situation, 2 points de vue. C'est rigolo. Eh ben écoute, on a déjà abordé pas mal de choses pour aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de s'écouter un dernier morceau. Et puis après, on va pouvoir conclure cette interview, si c'est OK pour toi. Bah super, je suis contente. Ouais. Quand je me demande ce que je fais là, je regarde une herbe et je me dis qu'elle non plus, elle ne sait pas. Pourtant elle pousse sans se faire de soucis. Je sais pas toi, moi ça me rassure. Du coup je m'assois dans la mousse. Je me cale tranquille, le dos au mur. Je projette mon image sur le ciel sans nuages. Et le ciel, qu'est-ce qui fait apparaître? Et le ciel, des lapins, des ronds, des chapeaux, des chats, des chiens, des colons, des moineaux, des cartouches et des bombes. Alors nous sur la terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Apparaître, apparaître, apparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire? Apparaître. Comme c'est pas de l'herbe qui se mange, je pense même pas à l'accueillir. Je laisse juste l'heure venir où le jour va pâlir, où plus rien ne me dérange. Et dans la nuit de sombre azur, j'essaye de me souvenir du temps où je marchais de mur en mur dans les souterrains blancs. Moi c'est mon ciel si pur. Et le ciel, qu'est-ce qu'il fait apparaître? Et le ciel, des lapins, des ronds, des chapeaux, des chats, des chiens, des colons, des moineaux, des cartouches et des bombes. Allons-nous sur la terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Apparaître, apparaître, apparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire? Apparaître. À part être de Morane. Apparaître, apparaître, apparaître. Il n'y a pas grand-chose à rajouter en fait. Hein. Je me rends compte que je partage que des musiques de Perché. Que des trucs... Et le ciel, qu'est-ce qui fait apparaître encore la magie du vivant. J'avais pas fait le lien entre toutes les musiques, mais je commence à comprendre. Et ouais, quand on regarde le ciel, qu'est-ce qui fait apparaître tout ce qui est. Et nous, on essaye de créer des personnages alors qu'il suffirait juste d'être soi, finalement. Quand on arrête d'être soi, il y a des choses qui apparaissent par magie. Enfin, ça, c'est la théorie. Mais quand on arrête de faire semblant, il y a des petits cadeaux qui apparaissent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Quand j'arrête de chercher, de répondre aux attentes, ou de faire semblant, je suis moi-même, ou j'ose dire ce que je pense, même si ça peut faire mal en face, et à chaque fois, après, il y a un cadeau. Alors, on me dit merci, ou je reçois une situation quelconque qui vient de nulle part et qui est le truc que j'attendais depuis toujours et que je pouvais pas espérer. Enfin, ça paraît fou, mais ouais, juste être soi, j'ai l'impression que c'est cool. C'est pas facile, c'est le challenge d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un. Mais en tout cas, c'est mon but, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, ce que je perçois de toi, c'est effectivement, il y a ton côté perché,
Mais en même temps, quand tu évoquais les déménagements tout à l'heure, j'ai le sentiment que parfois c'est toi en fait qui t'offre à toi-même les cadeaux que tu as envie de vivre en passant à l'action. Et ça vient équilibrer le côté perché, effectivement, qui est assez présent en toi. Et puis, quand tu passes à l'action et que tu vas soulever des cartons et que tu es dans le concret, eh ben, là aussi, tu récoltes des cadeaux. Et c'est toi qui as provoqué, en fait, cette nourriture de l'âme qui apparaît. T'as raison, merci de faire le lien. En même temps, c'est vrai que moi, participer à un déménagement, c'est un cadeau pour moi. Du coup, ouais, c'est oser dire « moi, je suis là, venez, je vous aide. » Et ça vient parce que j'ose exprimer ce qui est mon désir, quoi. Sinon, j'aurais pu faire genre je les connais pas, je sais pas pourquoi, pour qui ils vont me prendre. Donc, je dis « moi, j'aime bien un déménagement, viens, on y va ensemble. » Et ouais, c'est vrai. Du coup, quand j'ose dire, hop, ça marche. Des fois, ça marche pas, mais c'est pas grave, parce qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup Virginie, c'était vraiment un chouette moment qu'on a partagé ensemble. C'était nourrissant, c'était plein de bonne humeur, de joie. Tu veux dire que ça nourrit ? Ça nourrit, ouais. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'est super cool de répondre à tes questions. Et on va écouter la dernière chanson que tu as choisie pour clôturer ce podcast. Cool. Voilà, le podcast numéro 6 se termine. Si vous avez envie d'être interviewé, envoyez-moi un mail. Si vous connaissez une personne qui serait en joie d'être interviewée, envoyez-moi aussi un mail et puis dites-moi de qui il s'agit. Ok, je crois que j'en ai. La vie est pleine de surprises. Et Virginie se joint à moi pour tous vous faire des bisous. Bisous, bisous. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour, mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bien sûr, toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
comme il a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir, pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max, il est libre, Max. Y en a même qui disent